Bonjour à toutes et à tous. Je vérifie d'abord que j'ai la main sur le PowerPoint, si je peux avoir. Je l'ai plus. Voilà, je regarde si j'ai la main. Oh, parfait. Ok. Voilà. Alors, pour la 13e année donc consécutive, je vais présenter ce travail de synthèse qui a été fait par des étudiants de master de marketing stratégique qui est dirigé par Michael Flakanji. Donc c'est un travail qui couvre la production académique de l'année 2021-2022. Donc c'est un travail de sélection de textes pertinents dans de bonnes revues scientifiques et une restitution sous forme d'un rapport donc annuel par les étudiants, piloté par Michael Flakanji, comme je viens de le dire. Alors j'ai donné comme titre général à cette présentation 3 chiffres. Agnès en a donné un certain nombre aussi, relatifs à acquitter ma fiduciale. J'ai intitulé cette restitution 4-12-6. Pourquoi? Parce que finalement, il y aura 3 temps dans la présentation. Je commencerai rapidement par aborder 4 facteurs d'inquiétude qui sont très souvent récurrents, enfin qui sont par définition récurrents dans beaucoup de travaux de recherche où on mentionne ce qui pourrait être des limites au programme de fidélisation. Ensuite, 12 idées forces que j'ai sélectionnées donc de ce travail de synthèse, et 6 idées très, très synthétiques pour finir et pour terminer sur des informations peu nombreuses, enfin, moins nombreuses et denses. Alors le premier temps, donc, ce sont ces 4 facteurs d'inquiétude qu'on trouve souvent dans la littérature, où il est question alors ce sont mes mots, mais ça revient à ça, les idées de banalisation, d'indifférenciation, de désaffection et d'illusion, banalisation des programmes de fidélisation, indifférenciation des 10 programmes, désaffection des consommateurs à l'égard des cartes de fidélité et illusion quant aux vertus des programmes, aux illusions présumées quant aux vertus des programmes de fidélité. Alors pour commencer par la banalisation, alors je vais revenir ici, la banalisation, donc on a effectivement des remarques concernant le fait que posséder un programme de fidélité quand on est une enseigne, par exemple, ça n'est plus tellement original, que ces programmes, quand on les compare, peuvent avoir une tendance à se ressembler, qu'ensuite les consommateurs, comme je l'ai dit précédemment, ne sont plus très, très usagers de ces cartes. On a pour être plus précis, vous avez ça je sais que vous aurez accès au rapport, hein, donc un premier article qui s'appelle une théorie émergente de la dynamique des programmes de fidélité, remarque qu'aux États-Unis, plus de la moitié des cartes, 54% exactement, des programmes de fidélité sont inactifs, c'est-à-dire les consommateurs souscrivent mais ne s'engagent pas à l'intérieur. Au Royaume-Uni, c'est à peu près un chiffre équivalent, 47%, donc on est quasiment dans la moitié des consommateurs qui ne sont pas utilisateurs forcenés de ces cartes. Et l'illusion, alors ça c'est la partie qui potentiellement est la plus problématique pour les programmes de fidélisation, ça serait l'idée que les programmes de fidélité ne marchent pas autant que ceux qui y souscrivent l'espéreraient. Et je utiliserai cette dernière remarque comme une transition parce que c'est vrai qu'un travail, un article qui s'intitule Fidélisation de la chaîne de la distribution, c'est l'article 2 du dossier qui vous est remis, et qui travaille sur un cas norvégien, montre que, le cas norvégien, c'est un cas qui s'intéresse à trois chaînes de distribution alimentaire qui représentent à elles seules 96% du marché. Et donc qui se livrent à une concurrence farouche et qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel par les programmes. Et les chercheurs se demandent si le programme de fidélité est un élément déterminant du comportement de fidélisation et de l'accroissement des ventes. Alors la partie qui pourrait relativiser l'efficacité du programme, c'est leur résultat qui montre que finalement le premier facteur de fidélisation dans cette étude norvégienne, c'est la variété, la profondeur de gamme et la variété du choix qui est proposé. Mais ce qui relativise fortement ce qui pourrait être une illusion, c'est que le programme de fidélité arrive en seconde position, et il arrive comme facteur de fidélité devant la qualité des produits, devant même le prix des produits et l'emplacement du magasin et sa proximité d'avec le domicile. Voilà, donc c'est dire que derrière une désillusion potentielle, il y a en fait beaucoup de vertus. C'est la raison pour laquelle la transition
pour moi, c'est qu'effectivement, il ne faut pas rester sur ces préventions, ces 4 cavaliers d'Apocalypse qui pourraient relativiser les programmes. Les résultats de l'année écoulée, étudiés par les étudiants, montrent au contraire que les programmes sont des programmes qui sont efficaces. Alors, ils sont efficaces, simplement, ils sont efficaces à des conditions très particulières. Donc, les 12 conclusions qui peuvent être dégagées de ce travail de sélection de la recherche 2021-2022, la première des conclusions, c'est que les programmes de fidélité ont un impact positif sur l'entreprise et notamment sur la valeur de l'entreprise. Alors il y a un article qui est intéressant, car il est original, puisque les chercheurs se sont demandé si, du point de vue de la valeur financière, les programmes de fidélité qui sont mis en place avaient une vertu économique, qui était de nature à valoriser ou pas l'entreprise au regard des actionnaires. Et effectivement, ces chercheurs montrent que c'est le cas, puisque les entreprises qui ont un programme de fidélité ont la faveur des actionnaires et que ces programmes de fidélité contribuent à une valorisation aux yeux des actionnaires. Un second résultat qui est moins important, mais quand même, il est aussi que les actionnaires considèrent que cette valorisation est liée au futur cash flow que le programme de fidélité est de nature à procurer. Ensuite, la question porte souvent dans les programmes de fidélité sur les vertus respectives de la dimension ou des bénéfices matériels et des bénéfices qui ne le sont pas. Une partie du travail de chercheurs de l'année écoulée montre que les bénéfices financiers demeurent une bonne idée commerciale. Il s'agit d'une condition nécessaire, même si elle n'est pas toujours suffisante pour l'efficacité des programmes, mais que les bénéfices financiers sont des bénéfices attendus de la part des porteurs de cartes de fidélité, et qu'en l'absence de bénéfices financiers, il y aurait une forme d'insatisfaction liée à ces programmes, et que cet intérêt financier passe par des points cumulés ou par des réductions ciblées. Ces réductions, ces intérêts, ces avantages financiers incitent à consommer plus dans le but d'atteindre la réduction, évidemment, qui est promise. Et in fine, le consommateur dépense plus qu'il ne l'aurait fait normalement une fois la récompense obtenue. Une autre conclusion qui est portée par ces résultats, c'est que l'existence, alors on peut passer pour une banalité, mais l'existence de ces programmes de fidélité, qui est pour une bonne partie liée à l'efficacité dès l'amorçage et la présentation de ce programme, passe beaucoup par la qualité de la communication. Par la qualité de la communication qui est faite sur le programme, mais aussi par son intensité. Parce que l'adhésion initiale passe évidemment par la perception que le client candidat potentiel à ce programme voit dans l'intérêt qu'il va acquérir au programme. Et dans l'étude de cas que j'ai citée tout à l'heure sur les enseignes de distribution norvégiennes montre très clairement que l'enseigne qui s'en tire le mieux est celle aussi qui a accordé la stratégie de communication la plus importante pour la promesse d'utilité liée à cette carte et à sa possession. Alors, quatrième recommandation ou conclusion de ces études, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, la part des gratifications et des récompenses qui sont extra-financières, et tout particulièrement celles qui sont liées au statut social conféré par le programme.
Alors là, on a, tout à l'heure, j'ai dit que les gratifications financières étaient une condition nécessaire, sinon leur absence est extrêmement décevante, mais elles ne sont pas suffisantes, et la plupart des résultats d'études le montrent, et montrent l'importance de ces gratifications extra-commerciales, la reconnaissance du statut social, l'attachement émotionnel, qui est lié à la multiplication des contacts et aux services qui sont rendus. Et selon un travail de la Harvard Business, enfin restitué par la Harvard Business Review, il y a 3 facteurs de réussite qui sont déterminants pour un programme. Un service client qualifié d'exceptionnel, un accès digital omnicanal et une grande facilité d'utilisation du programme. Et dans ce classement d'Harvard, les récompenses économiques apparaissent en 4e position en termes de contribution à l'efficacité des programmes de fidélité. Donc je rappelle les 3 facteurs: service client exceptionnel, accès digital et omnicanal, et facilité d'utilisation de ce programme. Alors plus précisément, les conclusions du travail des auteurs dans un texte qui est l'article 9, encore une fois, du dossier auquel vous aurez accès, qui s'intitule, la traduction s'intitule « Programme de fidélité en tant que compagnon de voyage ». Les auteurs concluent qu'il est intéressant de développer des programmes de fidélité qui qualifient de modernes et qui fonctionnent davantage comme des compagnons de voyage, en proposant des produits adaptés et pertinentes, en interagissant de manière adaptée et pertinente avec le client. Donc la reconnaissance sociale, important comme facteur d'efficacité de ces programmes de fidélisation. Cinquième idée force de ces résultats: parmi ces bénéfices non matériels, un accent est mis sur les bénéfices qualifiés par les auteurs de divertissement. Alors, ces éléments de divertissement sont, dans le travail dont il est rendu compte, sont liés à des nouveautés, à des sources d'étonnement, par exemple la découverte de nouveaux produits qui procurent une forme d'excitation ou de plaisir aux détenteurs de cartes. Donc ces bénéfices divertissement capitalisent bien sur cette dimension de plaisir. Et le conseil qui est donné à l'issue de la recherche qui est réalisée par ces chercheurs, cet article, je le cite: « Le bonheur des clients en fonction des avantages perçus du programme de fidélité ». Alors on peut évidemment discuter du terme, de l'usage de bonheur, mais en tout cas l'excitation et le plaisir pris à posséder ces programmes, de manière dont ils se réinventent aussi, dont ils réinventent leur propre efficacité, est lié effectivement à ça, à ces nouveautés, aux bénéfices hédoniques, donc orientés vers le plaisir, qui sont apparemment le moteur de la fidélisation des clients. Pour être plus précis, les conclusions montrent également que les clients s'attachent émotionnellement à la marque grâce aux avantages hédoniques. On verra que cet attachement émotionnel, ça a été fréquemment répété lors des années précédentes, c'est ce qu'on appelle parfois dans les travaux de recherche la fidélité attitudinale, c'est-à-dire ce qui, en termes de raccordement affectif, permet une certaine résistance, on en parlera tout à l'heure, à la déception et aux tentations des promotions des concurrents. Cette composante affective est une composante très, très importante pour expliquer la permanence des comportements de fidélité. Elle se distingue d'ailleurs de la fidélité comportementale, qui est simplement le constat, la répétition d'un geste d'achat favorable, mais dont on ne sait pas très bien dans quelle mesure il est parfois lié à l'inertie ou véritablement à une véritable fidélité. Donc là, ce qui est souligné ici, c'est que, au-delà des avantages matériels qui peuvent entrer finalement dans un calcul économique classique, tout ce que la marque procure comme occasion de plaisir, de trouver du plaisir de la part du consommateur dans sa relation commerciale avec elle, vient alimenter un stock d'affect qui, lui, est la garantie principale d'un comportement de répétition favorable d'achat
dans l'avenir. Sixième conclusion, parmi ces sources de divertissement, parmi ces sources de plaisir procuré aux consommateurs, il y en a une qui est privilégiée, d'ailleurs qui touche à peu près tous les secteurs, y compris du reste des secteurs pédagogiques, c'est de joindre l'agréable à l'utile, et donc le procédé qui est étudié et dont on peut mesurer l'efficacité, c'est ce qui s'appelle la gamification, un game, le jeu. Donc cette recommandation historique du pain et des jeux, du pain par les jeux en l'occurrence, c'est une composante qui, au vu des recherches qui ont été accomplies, est une composante efficace. Les auteurs citent par exemple des jeux concours ou des compétitions entre adhérents, ou encore le partage d'avis, et ils citent Spotify ou TripAdvisor pour l'exemple. Donc ces avantages de gamification de jeux, d'introduction de jeux dans les programmes améliorent apparemment la satisfaction et l'expérience d'achat, le marketing expérientiel, évidemment. On sait très bien à quel point il est devenu un raz-de-marée dans la plupart des échanges commerciaux, le caractère expérientiel à rechercher. Voilà, donc les programmes gamifiés, c'est-à-dire avec une composante ludique, rendent les clients plus attachés et plus fidèles à la marque. Et vous trouverez ça dans l'article 3 qui s'appelle Game On, c'est-à-dire faites vos jeux, comment les programmes de fidélité gamifiés augmentent les comportements de fidélité favorables. Alors, je regarde dans le détail, il y a une conclusion qui est aussi intéressante. Ils observent que si l'objectif de marketing est d'augmenter le panier moyen, les auteurs recommandent de faire appel aux motivations extrinsèques. Ces motivations extrinsèques, c'est-à-dire ces raisons quasi rationnelles que le programme de fidélité met en place pour inciter les consommateurs à avoir le comportement qui est supposé être dans leur intérêt, et qui est à coup sûr aussi dans l'intérêt de l'enseigne qui met en place le programme. Mais il souligne aussi que si l'objectif est d'augmenter le niveau d'information des consommateurs ou toute autre contribution indirecte à la valeur de la marque, alors effectivement, il recommande plutôt de stimuler les motivations dites intrinsèques liées à ce réservoir d'affectation que le consommateur finit par avoir, cette non-neutralité affective qu'il finit par avoir sous l'effet des offres privilégiées que le programme de fidélité lui procure, et en particulier par le plaisir, encore une fois, le caractère ludique, ou la stimulation, ou l'expérience favorable que le programme de fidélité est capable de lui procurer au-delà des intérêts matériels et financiers qu'il a à être fidèle. Septième conclusion, qui est une conclusion que je trouve potentiellement intéressante, c'est la question de la variabilité de l'efficacité de ces programmes de fidélité, pas selon cette fois-ci les modalités de programme, avantages matériels, avantages immatériels, quelle nature d'avantages matériels, des points, des avantages différés, ou bien des avantages qui ne seraient pas matériels, pas ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas structurellement une efficacité qui dépend un peu, en tout cas, de la variabilité des produits sur lesquels le programme de fidélité, que le programme de fidélité concerne, et sur lesquels il s'applique? La réponse de cette recherche, c'est oui. Cette recherche, c'est l'article 6 dans le dossier auquel vous aurez accès, qui s'appelle l'impact de l'introduction d'un programme de fidélisation de la clientèle sur les ventes et sur la rentabilité de la catégorie. Et c'est vrai que la recherche montre qu'un programme de fidélité est plus efficace pour stimuler les ventes et les bénéfices dans certaines catégories. Alors, ils ont travaillé sur des produits alimentaires, mais ils ont trouvé que les programmes de fidélité étaient plus efficaces sur le fromage, la soupe en conserve ou le jus en bouteille. En fait, ils découvrent de manière plus générale que les programmes de fidélité ont une efficacité plus grande auprès de catégories de produits de grande consommation qui sont achetés fréquemment,
qui sont fortement achetés. Et leur hypothèse est que dans le fait d'acheter, alors fortement veut dire aussi fréquemment, et que par conséquent dans cette fréquence d'achat, il y a une occasion plus nombreuse de rencontrer les incitations, les facteurs d'implication du client pour le programme. Donc, catégorie des produits de grande consommation à achat à fréquence grande d'achat. Et également, il souligne aussi que ça marche d'autant mieux que les produits présentent un risque perçu à l'achat faible ou limité pour le consommateur. Huitième conclusion de ces recherches de l'année écoulée. Alors, il s'agit les auteurs ont travaillé ici sur des programmes qui sont des programmes croisés. Le texte qui est concerné, c'est l'article 4 du dossier, qui s'intitule la traduction « Effet de synergie et de cannibalisation dans un programme de fidélisation en partenariat ». Oui, l'originalité, c'est de travailler sur un programme de fidélité en partenariat, c'est-à-dire qui ne concerne pas une seule enseigne, mais qui concerne plusieurs partenaires d'une entreprise, par exemple plusieurs enseignes du même groupe, mais peut-être aussi un programme associant d'autres enseignes que les enseignes du groupe. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé sur ce dossier, il me revenait en mémoire, mais c'était une pratique que j'ai pas retrouvée exactement où elle était, mais d'un supermarché qui s'étant installé dans une zone rurale, dans un climat qui était un climat relativement peu pacifié par rapport au commerce de centres de villages qui du coup en étaient menacés ou fragilisés. Ce programme d'hypermarché ou supermarché avait mis en place une carte de fidélité qui était aussi valable dans les commerces de centres de village. Donc là, la question c'est, est-ce que quand on fait des programmes croisés, ça entre acteurs multiples, est-ce qu'on a une synergie ou au contraire une forme de cannibalisation? Le constat, c'est que la cannibalisation existe, mais que l'efficacité est avérée, en tout cas dans le cas du travail qui a été réalisé par ces chercheurs. Ils ont malgré tout, ils ont aussi trouvé un résultat qui est un résultat complémentaire qui est intéressant, qui est que même si l'ensemble des acteurs ont été plutôt satisfaits de l'existence, de la mise en place et de l'existence de ce programme croisé, ceux qui en ont retiré la part la plus importante semblent être les partenaires qui étaient déjà les plus populaires. Donc ils appellent ça l'effet plus on est riche, plus on s'enrichit. C'est-à-dire que les enseignes qui étaient déjà très commercialement efficaces ont été rendues encore plus efficaces par ces programmes croisés que les enseignes qui l'étaient moins connues et moins marquées par la réussite commerciale. Donc il y a un renforcement des clients récurrents sur les enseignes déjà les plus fortes. Donc il y a derrière cette conclusion générale d'efficacité des programmes croisés le constat d'effets asymétriques des commerces qualifiés de dominants sur ceux qui l'étaient moins ou sur ceux qui ne l'étaient pas. Neuvième remarque, oui. Alors, neuvième conclusion, c'est l'intérêt pour l'efficacité pleine et entière de ces programmes de fidélité, de différencier les avantages selon les segments de clientèle. Alors ça, c'est un des constats forts qu'on retrouve non seulement dans un texte qui s'appelle distinguer l'effet d'hétérogénéité des clients, de la pression des points et des comportements récompensés pour évaluer un programme de fidélisation, c'est l'article 12. Un des points, effectivement, un des points forts, c'est qui est repris dans d'autres recherches, c'est que les programmes uniformisés, les programmes de récompense uniformisés sont des programmes moins efficaces que les programmes différenciés en fonction des segments de clientèle fidèle, des strates, des degrés d'avancement, des degrés d'ancienneté. Voilà.
Et pour entrer dans le détail un peu, parce que je pense que ce texte en vaut la peine, ce texte, cette recherche a essayé de distinguer dans les programmes de fidélité ce qui relevait d'une explication de leur efficacité par les propositions avant et après, puisqu'ils observent que quand un client est informé des points, par exemple, qu'il a capitalisés et de l'imminence du bénéfice matériel, notamment, qu'il peut obtenir, il y a une accélération des achats pour parvenir plus vite à cette récompense qu'il a patiemment mérité au fur et à mesure de ses achats antérieurs. Donc, les chercheurs essaient de distinguer les effets de cette incitation, ce qu'ils appellent des points de pression avant et après l'achat, d'une explication plus structurelle qui est liée aux individus eux-mêmes. Et ils trouvent que dans une proportion assez importante, la variation de l'efficacité de ces programmes, donc c'est-à-dire que l'efficacité des points de pression n'est pas uniforme, mais qu'elle est bien différenciée selon des segments, et qu'il y a des clients qui sont qualifiés de réactifs et qui ont une tendance à augmenter leurs achats et qui sont sensibles aux récompenses, et puis il y a des clients qui sont moins réactifs, et qui sont moins sensibles aux récompenses et qui ont finalement peu de plaisir en recevant des points de fidélité. Et donc l'idée, c'est de différencier précisément les bénéfices selon la sensibilité a priori de ces segments de clientèle à des avantages qui pourraient être uniformément distribués, alors qu'ils méritent d'être différenciés, puisqu'il y a une véritable segmentation psychologique qui conduit à des réactions différentes à des propositions de bénéfices qui pourraient être uniques. Dixième conclusion, cette recommandation de différencier les programmes de fidélité tient non seulement à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire une réaction variable selon les psychologies individuelles et par segment à des propositions identiques, mais elle est aussi une recommandation faite à la variation des avantages en fonction du stade ou du tiers, en anglais, c'est-à-dire de la catégorie d'ancienneté dans la fidélité des consommateurs. Notamment, donc, cet article, c'est le 10e, cet article 10 montre que les clients fidèles depuis de plus longtemps ont une réduction des représailles éventuelles à la fin d'une déception. C'est-à-dire qu'une résistance plus importante à la fois à la tentation, mais aussi à la déception. Ce qui justifie, encore une fois, que ces clients étant avec le degré d'ancienneté maximale les plus résistants à des déceptions éventuelles doivent être traités de façon à les retenir, car ils constituent une espèce de capital pour la société. Ce sont des clients qui sont des clients résistants, du fait de la composante, encore une fois, dite attitudinale, c'est-à-dire la composante affective qui explique les comportements de consommation ultérieurs. 11e conclusion de ce travail, pour la 3e fois, cette idée force, une idée forte aussi de ces travaux de recherche, qui est que pour la 3e fois, donc, des facteurs de justification de la segmentation de la clientèle fidèle en fonction des programmes. On en a vu déjà 2. La 3e, elle est liée, alors c'est un article sur lequel on revient, c'est-à-dire sur le programme norvégien, article très intéressant. Là, je vais entrer dans le détail parce que je trouve que ça vaut la peine. Ce travail de recherche, donc une théorie émergente de la dynamique des programmes de fidélité, c'est l'article 1 du dossier, déjà cité tout à l'heure pour la possession et l'utilisation des cartes, mais l'essentiel de sa contribution porte précisément sur la nécessité et l'intérêt de segmenter sa population de clientèle au regard du programme de fidélité.
Voilà, donc ils distinguent 4 phases intéressantes. La phase d'acquisition, les chercheurs trouvent que les consommateurs évaluent la valeur du programme, ils hésitent à y adhérer. C'est une phase durant laquelle ils élaborent leurs attentes de récompense, les bénéfices intangibles, etc. Alors, comme les bénéfices intangibles sont plus difficiles à apprécier, les chercheurs trouvent que les clients sont sensibles aux promesses de bénéfices financiers. Des bénéfices financiers qui peuvent en retirer. Ensuite, quand les clients embarquent, onboarding, dans le programme de fidélité, ils viennent rejoindre le programme, donc ils attendent des récompenses et qu'ils comparent avec leurs attentes. C'est la grande clé de la satisfaction, les attentes lors de la phase précédente. Et les chercheurs recommandent pour l'entreprise d'apporter très rapidement de la valeur, notamment matérielle, à cette adhésion au programme. Sinon, les clients risquent d'être perdus, ils risquent d'être déçus. Et donc, ils plaident pour une récompense immédiate, comme un cadeau de bienvenue, et qui va bien avec cette attente spécifique au moment où on embarque dans le programme de fidélité. Ils mettent d'ailleurs l'accent sur les cadeaux, le risque qu'il y a à avoir des cadeaux trop importants. On avait, lors d'une année précédente, montré à quel point le sentiment d'équité justifier qu'on en donne assez, mais qu'on n'en donne pas trop, sinon ça inquiète le consommateur. Voilà, donc premier stade, il faut plutôt faire une promesse matérielle. Dès que c'est embarqué une promesse, une satisfaction instantanée. Ensuite, dans les phases dites d'expansion, les consommateurs attendent une élévation de statut qui récompense leur fidélité. Et là, ils attendent effectivement à être traités de manière personnalisée. Et surtout, ils attendent aussi d'être traités de manière distincte de ceux qui arrivent juste dans le programme. Ils considèrent que leur ancienneté dans la fidélité justifie qu'il y ait une différenciation des traitements et qu'ils soient chouchoutés, au fond, et qu'on ne les limite pas à des avantages auxquels n'importe quel nouveau venu au programme pourrait accéder. Voilà. Et enfin, les rétentions des clients les plus importants, on l'a déjà vu, ceux qui finalement résistent le plus à la déception, parce qu'ils ont cet engagement affectif qui font qu'ils restent collés à l'entreprise, à la marque et à son offre. Là, la recommandation des chercheurs, c'est de proposer des cadeaux qui soient inattendus, des surprises, qui échappent à la structure du programme telle qu'elle est présentée aux nouveaux clients. Donc de la nouveauté et de la surprise. Voilà, donc j'ai repris ce travail un peu de manière assez précise, parce que je le trouve assez riche, en tout cas concret, et les chercheurs ont fait l'effort de passer des travaux et des résultats à des recommandations managériales qui sont assez intéressantes. Voilà, dernière, on regarde le temps écoulé, dernière recommandation de synthèse, alors bon, qui ne concerne pas tout le monde, mais c'est un travail sur le bien fondé d'une segmentation des programmes selon l'emplacement géographique des enseignes, si ce sont des enseignes auxquelles ils sont destinés. Donc il faut déjà des enseignes internationales. Alors pour aller à l'essentiel, parce que l'article contient plusieurs idées, mais je pense d'importance variable, il y a le constat d'une différence culturelle dans ce qui est attendu, notamment sur un couple de possibilités, ou bien on donne une information au client fidèle sur la progression, c'est-à-dire où en est-il, qu'a-t-il capitalisé comme avantage à ce jour, ou bien une information sur l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour atteindre l'objectif. On peut faire les deux. Mais enfin, ce qui est montré ici, c'est que il y a le cadrage de la progression entraîne une perception plus élevée chez les consommateurs de culture individualiste. Donc il faut voir Hochstein, etc. Il y a des pays qui sont plutôt de nature collectiviste et de nature plutôt individualiste. Là, pour les pays de culture dominante individualiste, c'est effectivement le cadre de la progression à ce jour. L'encadrement des progrès à venir entraîne, lui, une perception plus élevée de l'accessibilité de la récompense et une intention plus élevée de cette récompense, de recherche plus élevée chez les consommateurs issus d'une culture collectiviste. Donc ce qui est capitalisé plutôt pour les consommateurs des pays individualistes, et ensuite les progrès à venir et leur encadrement, leur pilotage, plutôt pour des consommateurs issus de culture collectiviste. Voilà ce qui relève, voilà ce qui ressort
de cette recherche portant sur la segmentation des produits. Alors, j'ai produit en troisième temps dans l'introduction, donc derrière ces recommandations qui sont à la fois nombreuses, essayer d'en avoir un nombre un peu plus limité, un peu plus synthétique. Je vais finir pour 2 minutes et j'en aurai terminé. Donc, ce troisième temps, donc, qui est le titre général, c'était 4, 12, 6, donc on a vu le 4, on a vu le 12. Le 6, si on se limite à une remarque et 5 recommandations. La remarque d'abord, c'est qu'il n'y ait pas d'étude qui ne présente pas de limite. Celle-ci, Anna, et notamment cette revue de la littérature, comme on dit, des recherches, est très anglo-saxonne, assez américaine. Bon, c'est une de ses limites sans doute. Il y en a une qui est norvégienne, il y en a quelques autres, mais bon, c'est beaucoup américain. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion principale? Petit 1, les recommandations de ces recherches, c'est premièrement que les entreprises s'éloignent des programmes indifférenciés, hein, ce one size fits all. Donc, programme indifférencié semble avoir des limites par rapport aux programmes qui sont des programmes différenciés, qui s'appuient sur des variations, des segmentations, etc. En second lieu, les programmes de fidélité, quand bien même ils ne seraient pas un facteur de différenciation, les recherches montrent qu'ils sont un passage obligé et que s'ils sont mal faits, ils ne sont certainement pas une source d'avantage concurrentiel, mais s'ils n'existent pas, ils sont certainement une source de désavantage concurrentiel. Troisième conclusion, les programmes les plus efficaces se fondent sur une construction d'affect. Cette construction d'affect, c'est le travail sur l'engagement client, le point de contact, les surprises expérientielles, le plaisir, et que ce sont beaucoup plus que le calcul additionnel matériel. Ce sont des caractéristiques, quand on arrive à les construire chez le consommateur, qui mettent à l'abri les entreprises ou les enseignes d'une trop grande variabilité de la demande et qui garantissent une efficacité des programmes. Ensuite, quatrième idée, au-delà de la récompense financière, le travail sur les récompenses émotionnelles et affectives. Et cinquième et dernière idée, les nouvelles technologies et les moyens de communication digitaux sont particulièrement aujourd'hui adaptés et doivent être mobilisés pour amplifier ce lien affectif. Bon, je finis là-dessus. Ça, c'était l'idée contenue. Les années précédentes, on a vu aussi à quel point ce lien affectif passait, notamment pour les magasins, par le personnel en contact, parce que finalement, la relation reste avant tout une affaire entre individus, et même si les moyens digitaux et techniques, qui sont les moyens d'aujourd'hui, permettent une intensification, évidemment, des contacts, des liens, enfin, des tas de choses vertueuses qu'on sait, on a pu voir par le passé, dans d'autres travaux de recherche synthétisée, que le rapport au personnel en contact était un rapport déterminant pour la construction de l'affect entre un consommateur et une marque.